Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait désormais partie de B-Link, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Ces derniers mois, l'intelligence artificielle a envahi nos discussions professionnelles en suscitant autant d'enthousiasme que d'interrogations sur ses véritables possibilités. Alors qu'est-ce que l'IA fait vraiment ? Et qu'est-ce qu'elle prétend faire ? Pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Luc Julia, une figure incontournable du monde scientifique et industriel. Ingénieur franco-américain ayant co-conçu Siri chez Apple, Luc a également dirigé l'innovation chez Samsung et il est aujourd'hui le directeur scientifique du groupe Renault. Luc est aussi l'auteur de 2 ouvrages clés, L'intelligence artificielle n'existe pas, chez First Edition, publié en 2019, dans lequel il déconstruit l'anthropomorphisme de l'IA, et le second ouvrage, IA générative, pas créative, l'intelligence artificielle n'existe, entre parenthèses, toujours pas, aux éditions Cherche Midi, publié cette année en 2025, où il distingue la simple génération de contenu de la véritable créativité humaine. Avec Luc, nous allons explorer la nature réelle des systèmes génératifs, leur usage dans la formation et le développement des compétences, les opportunités qu'ils offrent aux ingénieurs pédagogiques et apprenants, ainsi que les risques qu'ils représentent pour ces métiers. Un éclairage à la fois industriel, critique et profondément humain, indispensable pour les décideurs, formateurs et responsables des ressources humaines qui veulent accompagner la transformation numérique en gardant le sens du collectif et de l'humain. Bonjour Luc. Bonjour Gérard. Alors comme il est de coutume dans Never Stop Learning, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas ? Tu as évoqué déjà un peu l'essentiel. Donc je suis effectivement ingénieur français, installé dans la Silicon Valley depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Spécialiste, on va dire, d'intelligence artificielle, d'objets connectés et de ces technologies qui permettent, j'espère, d'améliorer la vie des gens. Donc, c'est ce que j'essaye de faire depuis une trentaine d'années, puis enfin une quarantaine d'années. Et effectivement, donc je viens de sortir ce bouquin là dernièrement pour essayer de encore plus démystifier ce qu'on raconte sur l'IA. On va en parler, bien sûr, du second livre. Je vais juste revenir avec la première question sur le tout premier que tu as publié en 2019. Pourquoi tu affirmais déjà à l'époque que l'intelligence artificielle n'existait pas ? Et quelle était l'origine finalement du malentendu que tu exposes dans ce livre ? Ce que je raconte en fait, c'est que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est celle que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood. L'intelligence artificielle qu'on fantasme, qu'on imagine comme étant possible, comme celle qu'il y a par exemple dans des films comme Terminator, celle qui fait très très peur, qui va nous tuer, qui va nous remplacer. Ou alors l'intelligence artificielle qui est sympa, qui fait des trucs pour moi tout le temps, qui est avec moi, dont je tombe amoureux, comme Her. Donc ces intelligences artificielles-là, cette intelligence artificielle qu'on pense un peu générique, générale, qui n'existe pas. Et donc j'aime bien en fait remettre donc les choses à leur place en disant que quand on a créé le terme intelligence artificielle en 1956, je pense qu'on parlait plutôt que d'intelligence humaine. C'est en américain, c'est en anglais. Donc, le mot intelligence a 2 significations. La première, c'est effectivement l'intelligence smartness, et l'autre, c'est intelligence information. Et je pense que on a voulu faire se rapprocher cette intelligence artificielle de notre intelligence à nous, mais je pense que il faudrait plus la comprendre comme intelligence information, données. C'est des statistiques. Et du coup, si vraiment aujourd'hui j'avais à donner la définition de une intelligence artificielle, je dirais que c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents, aussi différents que le marteau, la scie, le tournevis. Donc ces intelligences artificielles, je vais les mettre au pluriel maintenant. Ces intelligences artificielles ne sont finalement que des outils très utiles par définition même de l'outil, qui sont plus fortes que nous, qui sont meilleures que nous
pour les domaines pour lesquels on les a fabriqués. Donc, ce sont des modèles fabriqués avec des data, des données, ce big data qui est disponible aujourd'hui. Mais finalement, ce ne sont que des outils qui nous permettent de faire des choses mieux dans les domaines particuliers pour lesquels elles ont été fabriquées. Tu dis dans ton premier livre, je crois, qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues et que le thème intelligence artificielle, il a aussi été fait et il est encore beaucoup utilisé pour des questions budgétaires. Oui, c'est vrai que on parle souvent d'intelligence artificielle en faisant ces fameuses promesses, hein. Ce qui est dangereux d'ailleurs, parce que dans les années 50, ces fameuses promesses ont amené à quelque chose qui s'appelle l'hiver de l'IA. Oui. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on s'est aperçu quand même qu'on nous mentait, qu'on nous disait n'importe quoi, et les investisseurs, en l'occurrence, ont arrêté d'investir et l'IA a disparu. Aujourd'hui, c'est vrai que on parle beaucoup d'IA et il y a beaucoup de gens, hein, et les gros de l'IA en fait, hein, les Musk, les Altman, enfin tous les gens qui prennent énormément d'argent et qui demandent énormément d'argent aux investisseurs font ça effectivement pour, je dirais presque sauver leur boîte. C'est malheureusement pas forcément la bonne direction dans laquelle il faut aller, je pense. Mais certains utilisent ces termes pour faire fantasmer toujours des gens et des investisseurs et leur faire croire qu'ils vont développer des trucs incroyables. Et donc cette fameuse IA générale, ce qu'on appelle AGI en anglais, qui ferait tout et n'importe quoi. Et oui, je pense que ça c'est un gros mensonge qui pourrait un jour mener au fait qu'on arrête de croire à toutes ces bêtises et à faire en sorte que ces IA aussi disparaissent. Toi, tu es certain, contrairement à ce qu'effectivement disent Sam Altman ou Elon Musk, que les IA générales, elles sont impossibles à atteindre avec le niveau des IA génératives que l'on a aujourd'hui. Comme les voitures autonomes d'ailleurs. Ouais, les voitures autonomes, complètement autonomes de niveau 5, l'IA générique générale qui ferait tout le temps, et tout le temps bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces IA, ce sont que des mathématiques aujourd'hui, hein. Donc ce que je dis, c'est que tant qu'on utilise les mathématiques, tant qu'on utilise les statistiques, tant qu'on utilise ces modèles statistiques, oui, c'est effectivement impossible parce que dans la statistique, le parfait n'existe pas, hein. Il y a toujours des doutes, il y a toujours des erreurs. Et donc, dire qu'on va pouvoir tout faire et n'importe quoi, ouais, c'est un mensonge. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. La réalité aussi, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire, l'intelligence générale. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que on mettrait tous les humains bout à bout et ça les remplace tous et ça permet à cette IA générale d'être meilleure que tous les humains en même temps? Je rappelle encore une fois que les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui, elles sont meilleures que nous dans les domaines pour lesquels on les a faites, hein, par la définition même de l'outil. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça servirait d'avoir un truc qui serait générique, et qui me permettrait de l'utiliser comme étant finalement Dieu, quoi, hein. C'est en gros ce qu'on est en train d'essayer de fabriquer. Dans ton dernier livre, tu affirmes que justement les IA génératives ne sont pas du tout créatives et tu viens un peu de l'expliquer. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? J'en retiens un. Alors je ne sais plus s'il est dans le premier, dans le deuxième livre ou à l'une des conférences à laquelle j'ai assisté. Il y avait l'exemple des chats que j'ai bien aimé. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Les chats, c'était un exemple des IA qu'on appelle le machine learning, hein, qui était le retour, on va dire, des IA statistiques, parce que les IA statistiques, on a commencé avec ça dans les années 50, mais comme j'ai dit, ça n'a pas bien marché. Après ça, on a fait les IA logiques, donc les systèmes experts. Et puis, dans les années 90, on est revenu sur les IA statistiques parce que beaucoup de données sont arrivées. Et comment elles sont arrivées? C'est beaucoup de données. Elles sont arrivées à travers Internet. Et un des premiers reconnaisseurs qu'on ait fait, un des premiers systèmes qui était fait pour montrer qu'on était capable de faire des statistiques et de faire des systèmes qui allaient reconnaître des trucs, qui allaient faire des trucs qui avaient l'air intelligents, parce que c'est intelligent de reconnaître des chats, par exemple, hein. C'était un reconnaisseur de chats, effectivement. Et il se trouve que les gens postaient énormément de chats sur Internet, hein, donc il y avait des images de chats, et en plus de ça, c'était des images de chats annotées. Parce que les gens non seulement postaient des chats, mais disaient, commentaient aussi, c'est mon minou, c'est mon chaton, gna gna gna. Et du coup, on savait que c'était des chats. D'accord? Parce que dans les bases de données, le problème qu'on a des fois, c'est que on a des trucs, mais on sait pas vraiment ce que c'est. D'accord? Jusqu'à ce qu'on les annote. Là, ils étaient déjà annotés, donc on a fait avec 100 000 images de chats, on était capable de faire un reconnaisseur de chats qui reconnaissait les chats à 98%. Alors bon, c'était extraordinaire, hein. On avait fait un machin qui permettait de reconnaître ces chats. Bon, alors c'était effectivement extraordinaire, c'était sympa, ça montrait la capacité de ces réseaux de neurones, en quelque sorte, à reconnaître des trucs, donc c'était bien. Mais la question qui s'est vite posée, c'est est-ce que c'est vraiment comparable à un humain? Et la question pour moi s'est posée d'autant plus qu'à ce moment-là, j'avais une fille de 2 ans,
Et je me suis demandé, mais combien il va lui falloir de chats à elle pour reconnaître les chats et à 100%, enfin tout le temps. Et bon, les psychologues, les éducateurs m'ont dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, elle n'avait pas besoin de 100 000 images de chats, c'était bien parce que ça aurait été long, qu'elle n'avait besoin que de à peu près 2 chats pour pouvoir identifier les chats à l'avenir et à peu près à 100%. Donc juste ça montre que ces IA statistiques n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau à nous, hein, parce que entre 2 images de chat et 100 000 images de chat, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc c'est là où on peut respirer un tout petit peu et on peut se dire, ces outils qu'on fait sont des outils qui peuvent être intéressants, qui peuvent faire des trucs plus ou moins intelligents dans un domaine particulier, mais ils n'ont vraiment strictement rien à voir avec notre intelligence. Donc arrêtons de fantasmer et de les comparer avec nous-mêmes. Et ta fille, en plus, peut les reconnaître à 100%, et même la nuit, ce que je crois que les Ouais. intelligences artificielles ont beaucoup de mal à reconnaître les chats la nuit. Oui, parce qu'évidemment, il y a personne dans cette base de données dont on parle, qui était cette base de données annotée sur Internet, personne n'a posté de chat la nuit. D'accord? Parce qu'on les voit pas bien et tout ça, donc c'est pas intéressant. Et donc, du coup, le problème de ces IA statistiques, encore une fois, c'est que, du coup, les chats dans la pénombre, ils n'existent pas. Et donc, ils peuvent pas être reconnus par l'IA. Tandis que, les chats dans la pénombre, un humain, va pouvoir les reconnaître aussi s'il fait pas trop noir quand même. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un truc qui montre que les statistiques, c'est sympa, mais si on met pas les choses dans la base de données, si on met pas les choses dans ce modèle, ça peut pas être reconnu, évidemment. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, tu expliques qu'on aura du mal à passer, par exemple, à ChatGPT 5.0, parce que je crois qu'avec le 5.5, mais je parle sous ton contrôle, on a déjà à peu près récupéré toutes les données du web. Ouais, alors bon, quand on parle de ChatGPT, les dernières versions, on parle de 1200 milliards de paramètres. Alors 1200 milliards de paramètres, c'est beaucoup, hein, c'est énormément. Alors je parlais tout à l'heure des chats, je parlais de 100 000 images de chats. On est passé entre le machine learning, le deep learning et maintenant les IA génératives. C'est exponentiel le nombre de données qu'on prend et c'est exponentiel aussi les capacités de calcul dont on a besoin pour créer ces modèles et même pour trouver les solutions dans ces modèles. Donc effectivement, il y a une explosion des données. Et aujourd'hui, vraiment, 1200 milliards de données, ça veut dire qu'on a à peu près tout utilisé Internet. C'est-à-dire qu'on a mis Internet en boîte et ChatGPT est capable de répondre à n'importe quelle question d'Internet, vraie ou fausse d'ailleurs, hein, parce que il va avoir pris aussi les mauvaises réponses d'Internet, évidemment, parce qu'on sait que sur Internet, tout n'est pas vrai. Oui. Bon, la réalité, c'est que tous les jours, on crée des nouvelles données. Hein. Tous les jours, il y a des nouvelles données qui sont créées non seulement par l'humain, mais aussi par les IA elles-mêmes. Donc, c'est pas tout à fait juste de dire qu'on a mis tout Internet dans ChatGPT, mais on a mis une grosse partie d'Internet. Et donc, c'est difficile d'avoir quelque chose qui va être encore plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. J'espère qu'on n'y a pas mis les données du dark web en tous les cas. Ouais, on n'en a pas trop mis, mais tu sais, au départ, tout à fait au début des IA génératives, elles étaient là pour répondre à toutes les questions. Elles répondaient vraiment à toutes les questions, même celles qui sont interdites en fait, même les choses qui sont pas censées être accessibles sur le net. Donc, il y avait quand même des données qui venaient d'ailleurs que sur Internet, parce que tu pouvais demander, tu peux plus aujourd'hui, c'est plus possible, mais tu pouvais demander à l'époque, en novembre 2022, à ChatGPT, montre-moi la recette d'une bombe. Et ce genre de questions, tu peux pas les poser sur le net. Tu demandes sur Internet aujourd'hui, montre-moi la recette du bon, mais il te la donnera pas. Sur le darknet, oui, il te donnera. Et donc, en novembre 2022, ChatGPT te donnait la recette de la bombe. Bon, depuis, les avocats se sont inquiétés un tout petit peu parce que là, je parle de la recette de la bombe, c'est quelque chose qui est pas bien, mais qui est légalement pas bien. Mais il y a d'autres choses, des contenus pédopornographiques, enfin il y a plein de trucs qu'on pouvait générer qui étaient bien plus graves que une recette de bombe en quelque sorte. Donc voilà, c'est du contenu qui était accessible, on pouvait accéder à tout et n'importe quoi, et donc il y avait certainement un peu des choses qui venaient aussi de bases de données qui n'étaient pas l'internet ouvert qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'énormes biais aussi quand on utilise les IA, enfin qu'on entraîne des IA génératives. Tu peux nous rappeler l'exemple de Microsoft dont l'IA, qui était un chatbot, est resté, je crois, en ligne 24 heures et ils l'ont débranché parce qu'il était devenu raciste à cause, je crois, des bases de données qu'on avait utilisées pour l'entraîner. Exactement, ouais, donc il s'appelait Tai. En fait, il est resté 16 heures. Il est resté 16 heures parce que au bout de 16 heures, effectivement, le truc il était devenu complètement raciste. Ça, c'est un problème. Ça montre le biais. De toute façon, c'est très compliqué de pas avoir des data biaisées. Hein. Oui. Même dans ma base de données de chats dont je parlais tout à l'heure, où les gens disent c'est mon minou, c'est mon chaton, etc. Donc ils annotent ça. Il y en a qui ont pu faire des blagues, tu vois, et mettre une photo de chien et dire c'est mon chaton. Tu vois, donc
Donc c'est compliqué de vérifier toutes les données. Bon, quand tu as 100 000 images de chats, à la limite, tu peux toutes les regarder, d'accord, et aller vérifier que c'est vraiment 100 000 images de chats. Mais quand tu as 1 milliard de données, c'est beaucoup plus compliqué. Et le problème, donc, effectivement, de ces IA, c'est que, en 2016, là, quand Microsoft aime bien les chatbots, donc ils ont racheté plus ou moins de ChatGPT aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont fait ce Tile, donc, avec l'idée d'avoir Tile qui allait discuter avec les gens sur Twitter et faire un peu la promotion des produits de Microsoft. Bon, l'idée était pas mauvaise, c'est du marketing, mais le truc, effectivement, au bout de 16 heures, ils l'ont débranché parce que au lieu de faire du marketing et de promouvoir les produits de Microsoft, il s'est mis à insulter surtout les Noirs. Et donc, ça n'avait aucun sens. Évidemment, c'est pas ce qu'ils voulaient. Évidemment, c'est pas le résultat qu'ils escomptaient de ce chatbot. Et on s'est demandé pourquoi. Et les gens se sont penchés un peu sur le cas. Et il y a eu 2 erreurs qui ont été mises à jour. La première, c'est une erreur, on dirait un peu de logique, une erreur de programmation. Quand tu fais un système qui est un système interactif, tu fais en sorte de trouver la façon dont les gens parlent. Et tu as un facteur d'adaptabilité et tu essayes de t'intégrer de la même façon que les gens, ton public va parler. Et donc, tu adaptes globalement ton discours à celui de ton public. Et là, ce facteur d'adaptabilité était un peu trop haut et le public, il se trouve que c'était le public sur Twitter. Et sur Twitter, on sait qu'au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, la machine, au bout de 2-3 interactions, insultait les gens. Ça, c'est relativement facile à fixer. Tu redescends le slider d'adaptabilité et puis tu adaptes ton discours à toi-même. C'est-à-dire que tu décides comment tu vas parler. Donc ça, c'était pas très grave. Mais par contre, la seconde erreur, c'était une erreur de données, effectivement, et donc des biais dans les données. Parce que quand ils ont fait le système, ils ont dit, il faut qu'on trouve ce que c'est qu'un dialogue, d'accord? Et les dialogues, c'est beaucoup plus difficile à trouver sur Internet que des chats pour créer le modèle de ce dialogue. Il se trouve qu'il y a une database qui existe, une base de données qui existe depuis très longtemps, depuis les années 50, qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données super intéressante de conversations de gens qui appellent au téléphone les call centers, là, et qui vont se plaindre, ma machine à laver est cassée, ou alors qui sont contents parce que merci pour ce que vous avez raconté à la radio, ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, ils appellent, ces appels sont enregistrés, ils sont retranscrits, c'est-à-dire qu'on retranscrit les mots pour voir exactement ce qui a été dit, et puis on commente, le gars, il était sympa, il était énervé, etc. Et donc, cette base de données, depuis les années 50, elle réunit des millions de conversations comme ça. Et donc, tous les gens qui font des systèmes de dialogue, ils utilisent Switchboard parce que c'est une bonne base de données pour faire ça. Et là, tu peux imaginer le gars qui était en charge de faire Tile, quand on lui dit, il faut que tu fasses maintenant un modèle de dialogue, il a dit, je vais aller utiliser de Switchboard, comme tout le monde. Ouais. Et il s'est dit, je vais pas utiliser toute la base de données, il y a trop de trucs. D'accord, il y avait des millions de conversations. Donc le gars, sans faire exprès, évidemment, il a pris un sous-ensemble. Et le sous-ensemble qu'il a pris, malheureusement pour lui, c'était le début de la database. Donc, Alabama, années 50. Ah oui. D'accord. Et évidemment, quand tu prends Alabama à 50, il y a déjà un biais dans les conversations parce que c'est un État qui était raciste, c'est un État qui... Et donc, intrinsèquement, les conversations enregistrées étaient racistes et donc, intrinsèquement, le modèle était raciste et il a fallu quelques étincelles pour qu'au bout de quelques heures, effectivement, le modèle se mette à insulter les Noirs. Merci pour ces précisions, Luc. Alors, dans le podcast Never Stop Learning, on adore déconstruire les neuromythes. Alors, on ne parle pas de neurosciences aujourd'hui dans cet épisode, mais je te propose d'évoquer les principaux mythes sur l'intelligence artificielle que tu souhaiterais déconstruire aujourd'hui auprès de nos auditrices et de nos auditeurs. En fait, les mythes, tu vois, c'est que cette intelligence artificielle générique, générale, va nous remplacer et va tout faire mieux que nous tout le temps. Il faut arrêter de penser comme ça, il faut penser plus outils. Et ces outils, j'ai en fait un scoop qui va dans le sens de ce qu'on pense qui est la science-fiction et qui dit, en fait, ces IA, elles sont meilleures que nous. On me dit tout le temps, l'IA va être meilleure que vous et ça va nous remplacer. Je dis, non, mais les IA sont déjà meilleures que moi. Dans les domaines pour lesquels j'ai fabriqué ces outils, par définition même de l'outil, l'IA est meilleure que moi. Donc ces IA sont meilleures que nous pour ce qu'elles ont été faites, mais il n'y a pas d'IA générale qui couvre tous les domaines. Ça n'existe pas. Donc c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que pour couvrir tous les domaines, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce que c'est que l'IA générique, de façon générale. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est trop compliqué. Il y a trop de choses. Et donc, avoir une infinité de domaines dans lesquels on va avoir des IA qui vont être performantes, ça paraît beaucoup parce que l'infini, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et donc, du coup, il faut un peu tempérer ces choses-là, quoi, parce que c'est juste pas possible.
Après, il y a d'autres choses. Alors, il y a des IA spécifiques dont on parle et on dit ça y est, ça va arriver. On va avoir par exemple les voitures autonomes. Les voitures autonomes, on en parle depuis 2014. C'est surtout Elon Musk qui en parle depuis 2014. Et il dit c'est demain. Alors bon, demain, aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça fait un peu plus de 10 ans. Et il n'y a toujours pas de voiture autonome. C'est ces rêves-là qu'il faut déconstruire. Et pour la voiture autonome, par exemple, c'est assez facile à déconstruire, en fait, parce que on voit bien qu'il y a des cas qui sont super compliqués. Il y a des cas qui n'existent pas dans ces fameuses bases de données dont je parlais tout à l'heure et qui sont impossibles à décoder par ces intelligences artificielles parce que elles ne sont pas capables de créer, elles sont pas comme nous. Nous, quand on va avoir un cas qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu le truc, c'est jamais arrivé, ben on va s'adapter. On va s'adapter parce que on a un cerveau et on va jauger la situation et on va faire quelque chose, pas toujours bien, mais on va faire quelque chose et finalement on va s'adapter à cette situation. Les IA, quand elles ont une situation dans laquelle elles ont vraiment aucune réponse, soit on leur fait faire des trucs au hasard, et ça c'est pas une bonne idée pour des voitures, soit elles s'arrêtent et elles font plus rien. C'est exactement ce qui peut se passer avec ces voitures autonomes, c'est que il y aura des cas, et malheureusement quand il y en a un, ça veut dire qu'il y en a une infinité, il y aura des cas où on sera incapable de les avoir mis dans les bases de données avant qu'ils arrivent. Et le jour où ils arrivent, elles seront bloquées, ces IA, et elles sauront pas quoi faire. Alors, on va passer plus sur la partie éducation et la formation professionnelle. Quelle place tu vois concrètement pour l'IA dans l'éducation et la formation? Alors déjà, elle a une place. C'est-à-dire, Oui. surtout pas l'ignorer. Il faut surtout pas dire tiens, on va pas l'utiliser, on va surtout pas l'utiliser, on met ça sur le côté, on veut pas utiliser ces IA. D'accord, ça serait une stupidité absolument terrible parce que, comme j'ai dit, ces IA, ce sont des outils qui vont être possibles à utiliser dans certains cas, dans certains métiers, dans certaines tâches. Donc, il faut pas les ignorer, il faut les expliquer. Alors, il faut expliquer que plus elles sont génériques, plus elles sont source d'erreurs. Donc, on fait ça en faisant des exercices simples, en disant, par exemple, génère une biographie de Victor Hugo. On va voir assez facilement, quand on est dans le monde éducatif, que quand ça génère la biographie de Victor Hugo, ça va faire 1, 2, 3, 4 erreurs en fonction de la taille de la biographie qu'on a demandé. Et donc, là, on explique calmement que quand elles sont génériques, elles vont faire des erreurs. Si c'est une IA spécialisée dans Victor Hugo, on va montrer qu'elle fait pas d'erreurs. Donc, ou qu'elle fait beaucoup moins d'erreurs, qu'elle est fiable à 99%. Et donc là, qu'on peut utiliser. Donc, c'est là qu'on va comprendre que ces IA ont une géométrie variable et que plus elles sont spécialisées, plus on va pouvoir leur faire confiance. Il faut toujours relire, il faut toujours regarder ce qu'elles font quand même, parce qu'il y a toujours une petite part d'erreur qui est possible, parce que ce sont des statistiques. Donc, le truc, c'est essayer, jouer avec, en parler, et surtout ne pas mettre le truc sous le tapis, en disant je l'ignore, je veux pas savoir. Ceux qui vont ignorer ces IA, qui vont pas les utiliser dans leur métier, c'est un peu comme ceux, je prends le cas par exemple des designers. Les designers qui ont eu peur, mais qui commencent à ne plus avoir peur maintenant de l'IA parce qu'ils ont compris que ça allait être des aides et que ça allait pas du tout les remplacer parce que c'était pas du tout créatif justement et que c'était eux les créatifs et que ça allait exacerber leur créativité. En fait, c'est exactement comme si les designers il y a 35 ans avaient dit on va pas utiliser Photoshop. D'accord ? Il y en a qui ont dit qu'ils n'allaient pas utiliser Photoshop, mais bon, ils sont pas restés designers longtemps. D'accord, parce que cet outil était un outil qui permettait non seulement un peu de productivité, mais pas tellement de la productivité, surtout de la qualité. D'accord, donc il y a 35 ans, ceux qui sont pas passés du papier au crayon jusqu'à Photoshop, ils ont été plus ou moins éliminés. C'est vrai parce qu'ils n'ont pas utilisé l'outil. Et ça sera la même chose avec les IA génératives. S'ils passent pas à l'outil IA générative qui va leur permettre d'être plus créatifs, oui, ils risquent d'être éliminés. Donc, c'est sûr qu'il faut pas ignorer l'outil. Il faut apprendre à l'utiliser. Il faut apprendre ses limites. Il faut apprendre ses capacités. Et à ce moment-là, on va pouvoir les utiliser correctement. Et à la fin, il y a plusieurs cas. Il y a le cas donc de l'utilisation correcte de l'IA dans son métier. Bon, ça c'est super. Mais aussi, il faut comprendre que ces IA ont des problèmes d'impact. Donc, il faut aussi comprendre quel est l'impact. Il faut aussi comprendre qu'il y a potentiellement des régulations. Je compare souvent une IA avec un marteau. Un marteau, je peux utiliser à bon escient pour planter le clou, à mauvais escient pour planter une vis. Ça sert à rien, c'est idiot d'utiliser un marteau pour planter une vis. Et je peux utiliser encore pire, à très mauvais escient pour te taper sur la tête. D'accord ? Donc, quelque part, il y a des régulations qui vont naître et qui vont dire, il y a des cas où il faut pas utiliser ces IA. D'accord ? Donc, il faut comprendre encore une fois, et ça devrait venir de nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend comment ces IA marchent,
eh ben, on comprend aussi comment ne pas les utiliser et à quel moment ne pas les utiliser et pourquoi on ne peut pas les utiliser. Tout ce que tu viens d'expliquer, c'est une des raisons pourquoi tu préfères le terme intelligence augmentée plutôt qu'intelligence artificielle? Ouais, exactement. Bah, ces outils, finalement, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, pour des tâches particulières, ça augmente ma capacité. Donc, ça augmente mon intelligence, parce que c'est des outils qui sont censés faire des tâches intelligentes. Bah, c'est l'intelligence augmentée parce que ça augmente mon intelligence sur ce point particulier. Et là, tu vois, je reviens sur ces IA qui officiellement existent depuis 1956, mais en fait, je rappelle que ces IA, elles existent depuis bien plus longtemps que ça. Et donc, moi, je fais remonter une IA à 1642. C'était la Pascaline, la machine à calculer qu'avait inventée Pascal. Et la machine à calculer de Pascal, elle faisait des additions et des soustractions. Alors, tu vas me dire, c'est pas très intelligent de faire des additions et des soustractions, mais si on commence à faire des additions et des soustractions à 4 chiffres, comme faisait la Pascaline, ça commence à être un peu plus intelligent, Oui, tu vois. Si je te demande combien fait 1341 plus 2067, tu vas mettre un petit peu de temps à la faire. un petit peu de temps. Voilà. Alors que bah, la machine, elle aurait fait en 4 secondes. Et c'est là où je dis que la machine vient d'augmenter mon intelligence. Parce que, évidemment, je sais faire l'addition. Évidemment, je peux le faire. Mais elle m'a permis ici, en l'occurrence, d'avoir bah, la capacité de le faire peut-être plus rapidement, mais surtout juste. Et donc, c'est là où je dis que ces IA vont venir augmenter mon intelligence, pas forcément en productivité, donc pas forcément beaucoup plus rapidement, mais surtout en qualité. C'est-à-dire qu'à la fin, ce que je fais d'habitude avec mon cerveau, ça va me permettre de le faire mieux et de le faire un peu différemment de temps en temps, comme je reprends l'idée des designers. Les designers qui vont maintenant utiliser ces IA génératives, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent exacerber leur créativité en demandant tout et n'importe quoi à l'IA, parce que l'IA, elle va faire tout et n'importe quoi. Et donc, ils vont pouvoir jouer avec ça, ils vont pouvoir faire plein de brouillons, beaucoup plus de brouillons que ce qu'ils nous auraient pu faire, même avec Photoshop. Et ça va, quelque part, attiser, exciter leur créativité. Tout à fait. J'ai une question sur les formateurs et les ingénieurs pédagogiques. Comment ils peuvent utiliser les IA génératives en évitant les biais le plus possible? Parce que tu en as parlé, il y a des hallucinations, il continue à y en avoir même avec la dernière version de ChatGPT. Comment ils peuvent faire pour éviter ces biais? Relire? Relire, c'est le truc basique, hein. C'est-à-dire que quand on va utiliser ces IA, après on relit, et puis si on est plus ou moins spécialiste du domaine dans lequel on va utiliser, ben, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on est censé être le sachant. Ça, c'est important. La vraie solution, bon, le relire, c'est tout le temps, de toute façon, hein, même Oui, si il ne t'as faut une pas IA. faire confiance d'emblée à une IA. Voilà. Donc de toute façon, t'as pas le choix. Mais la réalité, c'est qu'il faut utiliser des IA qui sont des IA spécialisées. À partir du moment où elles sont spécialisées, elles vont être beaucoup plus fiables, elles vont être beaucoup plus pertinentes. Donc, on utilise des IA spécialisées dans le domaine qu'on est en train d'apprendre, qu'on est en train de regarder, et c'est l'assurance que ça va être meilleur que ces IA génériques qui peuvent halluciner complètement, quoi. Les hallucinations dans les IA spécifiques, qui sont entraînées sur des domaines particuliers, elles sont beaucoup moins importantes que les hallucinations dans les IA un peu génériques comme ChatGPT, Gemini, etc. Alors, quelle transformation les professionnels du learning ils doivent anticiper avec l'arrivée massive justement des IA génératives ou d'ailleurs des agents IA? Comment ils doivent se comporter et qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Ils doivent apprendre à douter, déjà. Ils doivent se dire que potentiellement, ces IA ont été utilisées pour générer le contenu qu'ils sont censés regarder, soit noter ou je ne sais quoi. Donc on doit toujours se dire, on va toujours avoir dans la tête qu'il est possible que ce contenu ait été généré par une IA. Avec ça, après, on va aller titiller ce contenu. Il y a plusieurs façons de titiller ce contenu. Alors il y a une course qui est en cours aujourd'hui, c'est la course avec des outils qui vont essayer de détecter ce qui a été généré par des IA. Mais évidemment, ces outils deviennent obsolètes quand les IA arrivent à détourner les patterns que peuvent récupérer ces outils. Donc en gros, on peut quand même utiliser des outils pour essayer de détecter ça, pour essayer de détecter le plagiat, pour essayer de détecter enfin toutes ces choses que on ferait déjà dans le monde normal, hein, parce que tu sais, copier des trucs sur Internet, les devoirs qu'on faisait dans les années 2000, on avait dit bah c'est embêtant, il y a Internet, on sait pas, on va pas pouvoir vérifier tout ça. Bon, on s'est adapté, on a réussi, hein. C'est pour ça qu'il faut aussi pas trop s'affoler non plus. Les outils sont beaucoup plus faciles à utiliser aujourd'hui que ce qui n'était hier, grâce au prompt et grâce au fait que le prompt me permet de faire tout et n'importe quoi. Mais bon, la réalité, c'est que on va avoir des outils d'un côté et puis on va avoir notre cerveau de l'autre.
d'accord, avec notre capacité d'aller nous-mêmes vérifier des choses, comparer, comprendre et puis sentir. La réalité aussi, quand je dis que ces IA sont pas créatives, elles sont même carrément fades. Il faut être clair, c'est-à-dire que quand tu demandes à une IA de te faire un poème, quand même, c'est en général assez fade. C'est quand même dommage parce qu'en fait, c'est ce que ferait un élève qui est pas créatif aussi. Hein. Tous les élèves, tous les gens sont pas créatifs. On demande pas aux gens de créer en permanence. Beaucoup s'inspirent de choses. Eh ben, avec les IA, elles vont s'inspirer aussi de choses, mais elles s'inspirent encore moins qu'un humain, tu vois. Donc, elles sont beaucoup moins inspirées en fait qu'un humain. Merci Luc. J'avais une double question avant de terminer, puisqu'on est presque au bout de ce podcast. Le temps passe très vite avec toi. Selon toi, il y a quand même des dangers réels quant à l'utilisation de l'IA. On a parlé des hallucinations. J'imagine que la désinformation généralisée, les fake news sont des problèmes. J'ai lu plus récemment, alors une étude que j'ai quand même pris avec des pincettes, même si elle sort du MIT, qui mettrait en lumière les risques potentiels d'une utilisation exclusive et prolongée de ChatGPT, en l'occurrence l'étude a été faite avec ChatGPT, pour des tâches intellectuelles avec une moindre activité cérébrale, une mémoire et un sentiment d'appropriation affaiblis, des risques d'homogénéisation des écrits. Je ne sais pas si tu as vu cette étude, qu'est-ce que tu en penses toi ? Je pense que c'est vrai, en fait. C'est vrai parce que là, l'étude, ce qu'elle montre, c'est qu'on se rappelle plus de ce qu'on a généré, de ce qu'on a fait générer en fait par l'IA, parce que bon, comme on a fait le truc un peu en mode zombie, hein, on n'a pas vraiment relu le machin et tout ça. Donc c'est vrai, on peut utiliser l'outil de façon à ce qu'on n'apprenne rien. Et c'est dommage parce que l'outil va générer effectivement de la platitude, hein, c'est ce que ça veut dire ici, quand tu dis que ce qui est généré va pas être très très intéressant. Donc ça va générer des trucs plats, et donc ça va générer des trucs qui vont rien nous apprendre. De toute façon, en général, ces gens-là, quand ils génèrent des trucs comme ça, ils vont pas les relire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'en rappellent plus après. On peut devenir idiot, parce qu'on peut juste décider de générer des trucs sans jamais les regarder en quelque sorte, et sans jamais douter. Et la réalité, c'est que il faut que l'esprit critique revienne et qu'on se dise que quand on crée des choses, nous, en tant que créatifs, et quand on veut les faire générer par ces IA, ça peut générer des trucs qui sont complètement faux, comme on a dit déjà plusieurs fois. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait l'esprit critique d'aller relire le machin et d'aller dire bah tiens peut-être que là c'est pas tout à fait vrai, peut-être qu'il faut que j'aille comparer avec un Wikipédia, peut-être qu'il faut que j'aille comparer avec un dictionnaire, peut-être que et donc en fait cet esprit critique, encore une fois, cet esprit d'aller investiguer plus, moi je pense que c'est ce qui va se passer à la fin, hein, c'est-à-dire que ça va permettre aux gens en fait d'être plus intelligents, mais il y a une possibilité qu'ils deviennent idiots. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que montre l'étude. Et l'étude, elle a raison, fondamentalement. Si on ne fait pas marcher notre cerveau avec cet esprit critique dont je suis en train de parler, avec ce doute, c'est vrai qu'on peut devenir un peu idiot. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le GPS, par exemple. Oui, c'est vrai. On est idiot de la carte, hein, aujourd'hui. Ouais. On est idiot de savoir où on est, on comprend plus rien. Donc, c'est possible. Mais il y en a qui aiment bien utiliser les cartes, étudier les cartes et savoir où ils sont. Et puis, des fois, ils doutent. Ils disent, est-ce que c'est vraiment le chemin le plus optimal? Tu vois, etc. Donc, je pense que petit à petit, on se rend compte que les IA, en particulier, alors le GPS, c'est un peu moins infaillible, c'est beaucoup plus fiable que les IA, je pense. Mais des fois, il faut douter aussi sur le GPS, hein, parce qu'il te fait passer par des endroits bizarres. C'est vrai. 2 dernières questions, si tu le permets. On a parlé des risques et des risques à éviter. Tu viens d'en citer un en expliquant très bien l'étude du MIT. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faudrait éviter absolument dans l'utilisation des IA? Alors, je pense plus pour le coup pour la formation. Déjà, il faut comprendre que c'est pas gratuit. Je pense qu'il y a 2 autres risques dont on parle jamais parce que ça a l'air d'être à disposition parce que OpenAI nous fait pas payer le truc et OpenAI perd des milliards tous les ans en fait parce qu'ils font du dumping sur ces machins-là. Mais c'est un problème en fait parce que la réalité c'est qu'il faut comprendre que ça a un coût. Donc ça a un coût non seulement en argent et donc un jour il faudra bien qu'ils fassent payer le truc à moins qu'ils fassent faillite, hein, ce qui est possible aussi. Mais il y a un coût aussi écologique qu'il faut aussi comprendre. Quand on va apprendre à utiliser ces IA, quand on va apprendre à savoir où et comment les utiliser ou pas, eh ben, il faut comprendre quels sont ces différents coûts qui sont très importants en fait du côté de l'écologie, hein, parce que ça utilise énormément d'électricité, ça on le sait bien, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de données, tout ça, les data centers qui vont utiliser beaucoup d'électricité, mais ça utilise aussi de l'eau pour refroidir les data centers et ça gâche de l'eau. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut aussi intégrer dans l'apprentissage de l'utilisation de ces IA,
pour qu'on les utilise pas à tort et à travers, comme on a l'impression que c'est gratuit. C'est un peu comme quand on a commencé à utiliser Internet, on a l'impression que c'est gratuit. Puis on s'est aperçu que quelque part, c'est pas gratuit. Hein, et comme on dit souvent, le produit, finalement, c'est nous. Hein, c'est pas gratuit, quoi. Tu viens d'anticiper ma dernière question parce qu'elle portait sur la sobriété numérique et je crois que tu préconises donc le développement bien sûr de technologies moins énergivores et puis tu parles également de SLM. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les SLM ? Déjà, il faut expliquer ce que c'est que les LLM. Oui, les LLM. C'est les Large Language Models, c'est ça qui est la base de ces IA génératives. Donc c'est des Large Language Models, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est des gros modèles de langage. Et les gros modèles de langage, pourquoi ils sont gros et pourquoi c'est des modèles ? Ils sont gros parce qu'il y a beaucoup de données, et c'est des modèles parce que c'est des modèles statistiques, comme je disais tout à l'heure. Donc l'avenir, c'est effectivement plus les SLM, donc les Small Language Models. Et les SLM, pourquoi c'est l'avenir et pourquoi d'ailleurs c'est le présent, hein, la réalité, c'est que les SLM, ça va être des trucs qui vont être beaucoup plus spécialisés, ils vont être plus petits par définition même parce que je vais utiliser moins de données, parce que ça va être des données seulement d'un domaine particulier, et donc ils vont devenir plus petits et par définition ils vont aussi devenir plus frugaux. Donc je pense que effectivement on va voir de plus en plus des SLM arriver, et on parle aujourd'hui d'un autre type d'IA qui est relié aux IA génératives, qu'on appelle l'IA agentique. Mais l'IA agentique, c'est pas autre chose en fait que des SLM, donc plein de petits agents qui vont être disséminés, qui vont être très spécialisés et qui vont être orchestrés par un orchestrateur, comme son nom l'indique, un chef d'orchestre, qui va pouvoir définir comment on va faire des tâches en mettant en musique, en quelque sorte, ces différents agents. Ça va donner la possibilité de faire des tâches plus complexes, des suites logiques en quelque sorte, qui vont être des sous-tâches, qui vont permettre de faire des tâches beaucoup plus importantes. Alors, on donne toujours comme exemple la réservation de voyage. Dans la réservation de voyage d'une IA agentique, il va y avoir l'IA qui va aller chercher dans quel pays tu veux aller. Après, quand ça va trouver le pays, tu vas trouver si tu veux aller à la plage ou à la montagne, etc., etc. Donc, ça va petit à petit faire des tâches, dérouler des choses qui vont être complètement autonomes. Alors, je mets des guillemets à autonome, dans le sens où c'est quand même toi, quelque part, qui va tenir le manche du marteau, hein, qui va tenir le manche de l'outil. Donc, c'est toi qui va de temps en temps devoir intervenir, on va de temps en temps te poser des questions quand même pour savoir si c'est plutôt ça que t'aimes ou que t'aimes pas. Et puis, à la fin, ça va peut-être même payer pour toi. Donc, il y aura un agent qui va utiliser ta carte bleue, avec ton autorisation ou pas. Donc, voilà, ça va être des petites IA agentiques, des petits agents SLM, qui vont être disséminés un peu partout et qui vont être appelés pour être dans cette orchestration pour faire des tâches particulières, mais qui vont avoir l'air beaucoup plus autonomes et beaucoup plus complexes que les tâches qui pourraient être faites toutes seules par l'agent lui-même. Merci Luc pour toutes ces informations. On est arrivé à la fin de cet épisode. Luc, vraiment un immense merci pour cette plongée dans l'intelligence artificielle sans langue de bois. Merci à vous, nos auditrices et nos auditeurs, d'être fidèles à Never Stop Learning. Et pour aller plus loin avec Luc Julia, je vous rappelle les 2 livres qu'il a écrits. L'intelligence artificielle n'existe pas, chez First Edition, publié en 2019. Et plus récemment, donc le mois dernier, je crois, l'IA générative pas créative, aux éditions Cherche Midi, publié donc cette année en 2025. Merci Luc, merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Never Stop Learning. Merci Gérard. Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou bilink.com. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite!